Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons lire ensemble quelques extraits de ce livre que je recommande à tous ceux qui peuvent se le procurer en l'achetant sur les plateformes de commerce sur Internet. Moi, je me le suis fait livrer à la maison en l'achetant via Amazon. Il est arrivé ici tranquillement. Le titre, c'est « Le livre noir de la CIA ». Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. 75 ans de secrets inavouables. L'auteur s'appelle Yvonique de Noël. Et voici la 4e de couverture. Assassinat de dirigeants étrangers, coup d'État, trafic d'armes et de drogue, soutien à des groupes terroristes ou à d'anciens nazis, détention abusive et torture, expérimentation d'armes chimiques. Depuis sa création, la CIA n'a cessé de multiplier les infractions à la loi. Après avoir déclassifié une partie de ses archives, elle a affirmé que les dérapages de la guerre froide étaient aujourd'hui révolus. Cet ouvrage montre qu'il n'en est rien. Il dresse un bilan aussi exhaustif que possible des méthodes douteuses de l'agence, des origines à nos jours. Il reproduit les archives permettant d'approcher la vérité. Témoignages d'acteurs directs, mémos confidentiels, rapports de commission d'enquête. On trouve ici de nombreuses anecdotes inédites sur des épisodes que l'on croit connaître, comme l'assassinat d'Allende au Chili, les tentatives de meurtre contre Fidel Castro, mais aussi des révélations sur les activités plus ou moins à droite de la CIA en France. On apprend le rôle exact de l'agence dans les trafics de drogue, la finance internationale, l'essor d'Al-Qaïda ou la lutte contre Daesh. Enfin, cette édition mise à jour revient sur le passé récent du renseignement américain sous la présidence de Donald Trump et les nouvelles incertitudes qui planent sur l'avenir de l'agence. Historien et spécialiste du renseignement, Yvonique de Noël a publié chez Nouveau Monde, édition, il a publié Guerre secrète au Moyen-Orient en 2009 et Mémoire d'espions en guerre en 2018, mais aussi, et il a aussi publié Les espions du Vatican en 2021. Voilà pour le livre et sa 4e de couverture. Maintenant, je voudrais vous dire pourquoi je voudrais vous lire quelques extraits de ce livre. Parce que nous assistons à une grande actualité qui, comme je l'ai dit, est un tableau de classe pour le peuple africain. C'est l'actualité du Moyen-Orient, l'actualité en Syrie. L'autocrate de Syrie, Bachar el-Assad, bel et bien dictateur, il n'y a aucun doute là-dessus, a été renversé après une décennie de lutte. Il a été renversé par les groupes terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Et désormais, c'est M. Al-Joulani, grand terroriste d'Al-Qaïda, qui était recherché avec une prime de 10 millions de dollars sur sa tête. C'est désormais M. Al-Joulani qui est l'homme fort de Damas. Or, nous autres analystes politiques avons été frappés par le comportement des grands médias occidentaux, français, américains, européens en général, face à cette actualité. On a d'une part des groupes terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui prennent le pouvoir à Damas. Et c'est une évidence scientifique. Aucun journal occidental n'est capable de nier que ce sont les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas, en Syrie. Mais on a, paradoxalement, une ligne éditoriale qui va de l'Amérique jusqu'à l'Europe, et même jusqu'en Israël, et qui essaye de présenter les terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie comme étant des gens qui ont changé. Des gens qui se seraient convertis du jour au lendemain à la démocratie, au respect des droits de l'homme, les fameux éléments du chantage traditionnel, de l'idéologie propagandiste impérialiste occidentale. On nous présente les terroristes d'Al-Qaïda qui étaient recherchés par les États-Unis, qui étaient recherchés par l'OTAN, qui étaient recherchés par la CIA avec une prime de 10 millions de dollars sur chacune de leurs têtes. On nous les présente comme des gens qui se sont rasés la barbe,
des gens qui sont devenus tout d'un coup gentils. Et de nombreux dirigeants occidentaux se présentent à la télévision pour saluer l'avènement de la liberté, pour saluer la victoire, la fin de la barbarie, le soleil nouveau qui se lève sur Damas. J'ai regardé ce phénomène et je me suis dit, nous avons une occasion extraordinaire d'éduquer le peuple africain à travers le tableau syrien. Les événements syriens sont un tableau de classe pour que les Africains sachent à qui ils ont affaire en Afrique. Mais pour comprendre comment le régime de Bachar el-Assad est tombé, il faut connaître les méthodes de ceux qui soutiennent précisément les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas. De manière incontestable, les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas sont soutenus par les grandes puissances occidentales, puisque les grandes puissances occidentales avaient décidé depuis très longtemps la chute du régime de Bachar el-Assad. Et pourquoi les grandes puissances occidentales ont-elles décidé que le régime de Bachar el-Assad devait tomber? Parce que Bachar el-Assad a refusé de brader les richesses en pétrole et en gaz de son pays aux grandes puissances occidentales. Les raisons pour lesquelles on a renversé Saddam Hussein, les raisons pour lesquelles on a renversé Kadhafi, les raisons pour lesquelles on est en train de déstabiliser l'Afrique en général et le Sahel en particulier, les raisons pour lesquelles on déstabilise la République démocratique du Congo sont exactement celles pour lesquelles on chasse Bachar el-Assad du pouvoir en Syrie. Si les grandes puissances occidentales étaient réellement amoureuses de la démocratie et voulaient l'imposer dans le monde, elles auraient commencé par l'imposer à leurs principaux alliés, que sont les puissances du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman, tous ces pays qui sont les grands alliés de l'OTAN auraient été forcés à se démocratiser si la préoccupation démocratique était l'axe de la politique internationale de l'Occident. Deuxièmement, si l'Occident était profondément attaché au paradigme politique démocratique, il n'y aurait pas ici en Occident, en Europe, 12 monarchies qu'on appelle monarchies constitutionnelles, parce que ce sont des régimes qui sont un mixte du principe héréditaire et du principe démocratique. Le Royaume-Uni, avec le roi Charles, n'existerait plus si le principe démocratique était vraiment, absolument et entièrement un principe adopté par l'Occident. Le royaume de Norvège n'existerait plus. Le royaume du Danemark n'existerait plus. Le duché du Luxembourg n'existerait plus. La principauté de Monaco n'existerait plus. Le royaume d'Espagne n'existerait plus. Le royaume de Belgique n'existerait plus. Le royaume des Pays-Bas n'existerait plus. Le royaume de Suède n'existerait plus. La principauté du Liechtenstein n'existerait plus. Voilà déjà deux cas où des pays qui sont étroitement liés aux grandes puissances occidentales et qui sont même des pays occidentaux ne pratiquent pas complètement le principe démocratique. Oui, il y a 12 rois en Europe. Et ils reçoivent le pouvoir par la voie héréditaire. 12, ils sont 12 ici en Europe. Et certains de ces rois sont des rois de pays qui sont membres de l'OTAN. Et qui prétendent prêcher la démocratie dans le monde. Oui, on doit poser la question au roi des Belges. On peut poser cette question au roi d'Angleterre. On peut poser cette question au roi du Danemark. Êtes-vous vraiment sérieux quand vous prétendez faire partie d'une coalition qui prêche la démocratie dans le monde, alors que vous n'êtes pas élu? On peut poser à toute la coalition politique occidentale la question suivante. Êtes-vous vraiment sérieux lorsque vous prétendez prêcher la démocratie dans le monde, alors que vos principaux alliés au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Sultanat d'Oman, etc., ne sont pas des démocraties.
pour formuler cette question en langue africaine ordinaire. Mais est-ce que vous prenez les Africains pour des mourous, des boubazos? Vous prenez les Africains pour des mboutoukous? Vous prenez les Africains pour des dungurus? Vous prenez les Africains pour des kengematoy? Vous prenez les Africains pour des nyata? Vous gaoutisez les Africains en prétendant que votre politique africaine est mue par les nobles valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Vous prétendez en réalité que les Africains n'ont pas la connaissance de la réalité des régimes qui constituent l'Occident, d'une part, et d'autre part des régimes qui sont les alliés profonds de la grande coalition occidentale de l'OTAN. Or, les Africains le savent. Au marché de Douala, Nouvelle actuellement, ceux qui m'écoutent savent qu'il y a 12 monarchies en Europe. 12 rois. Et ils ne sont pas élus. À l'instant, là, ceux qui m'écoutent à Poto, à Brazzaville, ils savent qu'il y a 12 rois ici en Europe. Et ils ne sont pas élus. Ceux qui m'écoutent à Badalabougou, à Bamako, ils savent qu'il y a 12 rois en Europe. Et que la grande coalition européenne soutient des monarchies du Moyen-Orient où il n'y a pas de démocratie. Ils savent que l'Arabie Saoudite, là, ce n'est pas une démocratie. Le Qatar, ce n'est pas une démocratie. Les Émirats Arabes Unis, ce n'est pas une démocratie. Le Bahreïn, ce n'est pas une démocratie. Le Sultanat d'Oman, Wallahi, ce n'est pas une démocratie. Mais tous ces gens-là sont les principaux alliés des pays de l'OTAN. Si vous tenez tant à la démocratie, pourquoi vous ne commencez pas par détrôner les 12 rois d'Europe? Si vous tenez tant à la démocratie, pourquoi vous ne commencez pas par démocratiser vos principaux amis au Moyen-Orient? Si vous tenez tant à la démocratie, mais pourquoi vous n'acceptez pas qu'on juge les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité que vous avez commis, puisque vous prétendez être les grands défenseurs mondiaux des droits de l'homme? Peut-on punir des puissances dans ce monde pour mépris des droits de l'homme en ne punissant pas la puissance qui a lancé 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, massacrant des centaines de milliers d'êtres humains innocents? Peut-on parler de Cour pénale internationale au sens véritable du terme si on ne peut pas y juger les citoyens occidentaux? Est-ce que c'est une Cour pénale internationale? Peut-on parler de Cour pénale internationale lorsque le criminel Benjamin Netanyahou, qui vient de massacrer plus de 50 000 Palestiniens, sous nos yeux, nous tous on a vu, Netanyahou massacrer plus de 50 000 Palestiniens. Netanyahou est l'objet d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. Mais pourtant, le président français lui a garanti l'immunité. L'immunité. Le même qui demande que moi, on me condamne à Rouen. Parce que les Africains m'ont aidé là. Parce que les Africains m'ont aidé à traverser sa persécution. Le même dit que si le criminel Benjamin Netanyahou vient en France, on ne l'arrêtera pas. Parce que ce qu'il a fait là en Palestine ne mérite pas qu'on l'arrête. Et c'est pour ça que Guy Marius Sagna a dit au président Macron, mais vous ne pouvez pas venir à Dakar pleurer les près de 400 soldats africains massacrés par l'armée française, si vous n'êtes même pas capable de condamner ce qui s'est passé sous nos propres yeux. Le massacre de plus de 50 000 Palestiniens par Israël sous la gouvernance de Bibi Netanyahou. Vous voyez, Netanyahou a l'immunité. Il a tué plus de 50 000 êtres humains. Mais moi, qui n'ai rien fait, qui n'ai pas détourné un denier d'argent public français, qui n'ai volé l'argent de personne, M. Macron instrumentalise une substitut du procureur à Rouen pour me menacer de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de m'arracher 31 000 € d'amende. Je rappelle que les Africains s'étaient cotisés, ils m'ont donné 34 000 €. M. Macron demande à une substitut de procureur de dire qu'on doit arracher 31 000 € de ce que les Africains m'ont donné. Alors que lui, il m'avait privé de 3 mois de salaire.
soit environ 14 000 euros. Les Africains m'aident à faire face à la persécution. Macron dit à un substitut du procureur, allez arracher à Niamsi l'argent que les Africains lui ont donné et mettez-le dans les caisses de l'État français. Mais Benjamin Netanyahou, qui vient de tuer plus de 50 000 Palestiniens, laissez-le passer. Moi, je vous pose la question. Mais comment peut-on penser que les Africains de ce temps ne sont pas au courant de toutes ces contradictions? Comment peut-on croire que les Africains ne sont pas au courant de toutes ces contradictions et que les Africains ne se rendent pas compte du discrédit politique de l'Occident? Nous avons tellement d'exemples. Donc, pour comprendre ce qui s'est passé en Syrie, je reviens à ça. Je me suis dit, mais il faut que je fasse quelques lectures aux Africains. Et notamment, le meilleur livre que j'ai trouvé dans la maison ici, c'est ce livre de Yvonique de Noël. Alors, pourquoi ce livre est-il le meilleur que j'ai pu trouver? Parce que dans ce livre, on va voir des opérations de déstabilisation qui ont été montées par la CIA dans le passé. Je vais prendre la déstabilisation en Iran. Je vais prendre la déstabilisation au Guatemala. Je vais prendre la déstabilisation au Congo par la CIA. Quand je vais vous lire ces extraits, vous allez comprendre ce qui est arrivé à Bachar el-Assad. Et vous allez comprendre la menace qui pèse sur l'alliance des États du Sahel et sur toute l'Afrique. Rien qu'à travers ces extraits. Et vous allez parfaitement reconnaître les méthodes qui ont été utilisées pour faire tomber Bachar el-Assad. D'abord, le monde entier sait que les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas sont soutenus par la coalition occidentale, n'est-ce pas? Ils ont été applaudis par cette coalition, n'est-ce pas? À peine ont-ils pris le pouvoir à Damas que l'État d'Israël est en train de détruire la quasi-totalité de l'État syrien. Le nombre de bombardements d'Israël sur la Syrie est passé à plus de 300. 300 bombardements. C'est-à-dire que les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas ont pris le pouvoir pour que la Syrie soit offerte en pâture à Israël. Parce que l'augmentation exponentielle du nombre de bombardements israéliens sur la Syrie correspond précisément au moment de la chute de Bachar el-Assad. C'est-à-dire que le régime de Bachar el-Assad essayait de sauver l'État syrien. On a envoyé des terroristes renverser Bachar el-Assad pour que l'État syrien soit décapité. C'est exactement ce qui a été fait contre Saddam Hussein. C'est exactement ce qui a été fait contre Muammar el-Kadhafi. C'est exactement ce qui a été fait contre Bachar el-Assad. On envoie des terroristes, ils décapitent l'État, ils détruisent l'État, et derrière, on vient voler le pétrole, le gaz, et tout ce qu'on peut trouver dans le pays. Vous connaissez le modèle. Mais pour que vous connaissiez le modèle, il faut que vous vous rendiez compte que la principale organisation qui est derrière ce modèle a déclassifié ses propres documents. Alors, ce livre, il est intéressant. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Quand moi, je viens devant vous parler d'un sujet, c'est que j'ai pris toutes les précautions. Vous savez, ce livre-ci, il a été écrit en s'appuyant sur, essentiellement, les archives de la CIA. Parce que les États-Unis ont une tradition d'état de droit, une tradition démocratique, qui ordonne, après une certaine période, que tous les documents de certaines agences de l'État soient déclassifiés, c'est-à-dire accessibles au public. Vous comprenez? Et par conséquent, après une certaine période d'exercice, toutes les institutions américaines se retrouvent à nu. Après 30, 40, 50 ans, on déclassifie. Et donc, on publie toutes les archives des institutions en question, ce qui permet aux journalistes, aux historiens, aux citoyens américains lambda d'accéder aux informations officielles. Ce qui est dit dans ce livre ne se base pas sur les propos de la Russie. Ça ne se base pas sur les propos européens. Ça ne se base même pas sur des propos africains, ni asiatiques. Tout ce qui est dit sur ce livre est basé sur les archives déclassifiées de la CIA. Je vous lis ici les principales archives qui ont permis de rédiger le livre. Là, c'est expliqué ici, à partir de la page 24. De la page 24 à la page 26, l'auteur dit sur quoi il s'est basé. Et chacun des articles est sourcé à la CIA. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur la base des révélations de la CIA qu'on apprend les méthodes que la CIA a employées pour déstabiliser plusieurs pays dans le passé. Et cela nous renseigne sur ce qui s'est passé en Syrie. Vous comprenez la méthode? Donc, je suis tranquille quand je vous parle à partir de ce livre. Parce que ce livre n'est rien d'autre que la transcription des archives américaines.
Allez, même les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas m'accuser de, je ne sais pas, la haine, l'hostilité. Non, c'est un livre basé sur ce que les autorités américaines ont accepté de publier. Quels sont les éléments? Les archives utilisées dans cette enquête sont de plusieurs origines. 1. Archives de la CIA. Il s'agit en premier lieu de mémos et notes internes de la CIA, couvrant pour l'essentiel les années 1950 à 1970. La majeure partie a été déclassifiée sous la pression d'historiens américains regroupés au sein du National Security Archive Project de l'Université George Washington. Et l'auteur donne le lien. Ce groupe d'historiens mène depuis plusieurs années une véritable guérilla juridique contre la CIA qui permet régulièrement d'obtenir de nouvelles archives. Ces dossiers sont toutefois censurés par la CIA. La plupart des noms et certains éléments opératoires sensibles sont donc noircis. Ils sont de surcroît d'un accès souvent difficile par leur foisonnement, ce qui explique que nous en avons en général retenu de brefs extraits significatifs. Des archives plus récentes et non censurées sont issues de fuites auprès de journalistes d'investigation. Un deuxième groupe d'archives provient du service historique de la CIA, qui produit des rapports de synthèse sur diverses opérations à des fins de formation interne. Elles ne sont pas publiées à l'extérieur avant de longues décennies, mais leur large diffusion au sein de l'agence peut expliquer que certaines se retrouvent finalement aux mains de journalistes. Voilà la première source. Donc ce que je vous dis là, c'est ce que la CIA a accepté de publier. Je ne vous dis rien que la CIA n'a pas... C'est-à-dire que ce que je vous dis est autorisé par les États-Unis d'Amérique. La grande puissance de l'Occident, c'est elle-même qui a publié. Toutes les 30-40 ans, elle déclassifie. Et c'est comme ça qu'on apprend ce qu'ils ont fait avant. Est-ce que vous comprenez? Deuxième source. Les rapports de commissions d'enquête ou d'investigation menés par des institutions étrangères. Les premières commissions d'enquête sur la CIA datent des années 70. Le rapport de la commission Church 1975 est issu d'une enquête de 14 membres du Congrès, suite au scandale du Watergate, mais dont les investigations se sont étendues aux opérations secrètes de la CIA à l'étranger. La commission Rockefeller est mise en place par le président Gerald Ford suite aux révélations par le journalisme Seymour Hersh, selon lesquelles la CIA avait espionné les activistes américains pendant la guerre du Vietnam. Il y a aussi la commission sénatoriale Brown-Kerry en 1992, qui a enquêté sur la faillite frauduleuse de la banque BCCI. D'autres enquêtes citées ici ont été menées par ou pour le compte de la justice américaine, tel le rapport Ryan sur la protection de Klaus Barbie, vous savez, le nazi qui était protégé par les États-Unis. Parmi les enquêtes étrangères sur les agissements de la CIA, nous en avons retenu deux particulièrement crédibles. Celle du gouvernement néerlandais, gouvernement hollandais, sur les événements de Bosnie dans les années 90 et celle du Conseil de l'Europe sur les prisons clandestines de la CIA en Europe, rédigée par Dick Marty. Donc, vous pouvez être tranquille pour partager cette conférence parce que cette conférence ne vous lit que des extraits de rapports officiellement autorisés, soit par les États-Unis, soit par des pays européens. Il n'y a aucun rapport ici qui a été écrit par des dirigeants russes, par des dirigeants chinois, par des dirigeants africains, même pas par des institutions ou des chercheurs. Tout ce qui est écrit dans ce livre est issu des archives officielles américaines et européennes. Vous comprenez? Et ceci est une application d'une technique dont je vous ai souvent parlé, l'art de manger notre piment dans leur propre bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous avez un livre comme celui-ci, vous avez une mine d'or dans le combat médiatico-politique face à la propagande, à l'idéologie impérialiste occidentale. C'est que vous possédez des informations occidentalement incontestables qui vous permettent de contester les prétentions impérialistes, néocolonialistes, le droit de l'homisme et le démocratisme dont on nous rebat les oreilles. Quand vous avez un ouvrage comme celui-ci, vous êtes serein. Vous êtes serein. N'achetez que des livres qui sont sourcés. N'achetez que des livres qui vous donnent les moyens de prouver ce que vous allez dire. Et moi, j'aime des livres comme celui-ci. Des livres sourcés. Des livres qui me donnent les moyens de prouver ce que je dis. Et voilà pourquoi les Africains m'ont appelé le docteur des preuves. Et m'ont offert ce chapeau que vous connaissez, cette casquette que vous connaissez très bien. Hein? Et que je porte donc maintenant. Hein? Le docteur des preuves. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant donc, je vais vous lire quelques extraits
Et n'oubliez pas, tout ça, c'est pour vous aider à comprendre ce qui est arrivé en Syrie. Et tout ça, c'est pour vous aider à comprendre ce qu'on essaye de nous faire en Afrique. Ce qu'on essaye de faire contre le Sahel. Le docteur des preuves est au travail. Vous avez compris? Alors partagez massivement cette émission. Nul n'a le droit de la garder pour lui tout seul. C'est pas possible. Le docteur des preuves est au travail. Doctor Proof na my name. On m'appelle le docteur des preuves. Et ils ont raison. Ceux qui m'ont appelé comme ça. Doctor Proof. On va commencer avec le premier extrait. À partir de maintenant, je vous prête mes yeux pour lire le livre. Tout ce que je dis, je lis le livre. Je vous lis un premier extrait. C'est l'extrait du chapitre 2, intitulé « Quand l'Amérique protégeait des criminels de guerre nazis ». Quand l'Amérique protégeait des criminels de guerre nazis. C'est Yvonique de Noël qui parle. Et il écrit ceci. Le 15 novembre 1949, le département d'État américain écrit à son haut commissaire en Allemagne. Il écrit ceci. Le département a reçu une note française du 7 novembre 1949 qui dit en substance ceci. Klaus Barbie, citoyen germanique, ancien chef de la Gestapo de Lyon, est poursuivi par le tribunal militaire de Lyon pour crime de guerre. 2 mandats d'arrêt ont été établis les 1er août et 12 septembre 1945. Le juge français en charge du dossier de la Gestapo lyonnaise a réclamé avec insistance par le biais des autorités judiciaires de Baden-Baden que Barbie leur soit livré. En dépit de sollicitations multiples, les autorités américaines n'ont ni arrêté ni rendu Barbie. Les forfaits de la Gestapo de Lyon constituent un des cas les plus graves parmi les crimes de guerre jugés en France. Si un jugement devait être rendu, alors qu'un des accusés principaux est toujours libre en zone américaine, les avocats d'autres accusés exploiteraient certainement le fait que les autorités américaines ont refusé de livrer Barbie. La presse s'en emparerait et l'opinion française en serait gravement indignée. Et l'auteur met ici les documents originels. Les documents originels sont scannés ici. Continuons. Par conséquent, le département demande l'arrestation et la livraison de Barbie et suggère de répondre aux Français que l'affaire sera traitée comme une priorité par le Haut Commissariat. Fin de citation. Le 5 mai 1950, le Haut Commissariat américain de Francfort écrit à son tour aux autorités judiciaires françaises à Baden-Baden et dit avoir enquêté sur le cas de Barbie Klaus. Une recherche méticuleuse a été menée par la branche de la sûreté publique du Haut Commissariat sans parvenir à localiser les coordonnées de Barbie. Fin de citation. À la même date, Klaus Barbie est salarié par l'OPC, une branche quasi indépendante de la CIA, dédiée à la lutte clandestine anticommuniste. Sous les ordres de Frank Wissner, elle se fondera à partir de 1952 dans la direction des opérations de la CIA. Tout le monde a compris que Klaus Barbie était un agent de la CIA. Bon. On a du mal à comprendre que dès 1945, l'armée et les services de renseignement américains ont recruté sans état d'âme d'anciens criminels nazis. L'équation est pourtant fort simple à l'époque. Les États-Unis viennent de battre les nazis avec l'aide des soviétiques. Ils ont désormais pour projet de battre les soviétiques avec l'aide d'anciens nazis. Qui, mieux que ces derniers, souvent sans emploi ni ressources, dans un pays dévasté, cumule une solide expérience professionnelle du renseignement et un anticommunisme farouche? Aux yeux d'officiers américains, ne parlant pas allemand, ignorant l'histoire européenne et ne sachant pas par quel bout prendre le nouvel empire soviétique, ces hommes si propres et si courtois offrent une chance à ne pas laisser passer. Certes, le président Truman a posé en 1945 des limites à ce type de recrutement, sans rejeter
a priori les encartés du parti nazi, qui n'étaient pas forcément tous des militants, il faut écarter les grands criminels de guerre, avait dit Truman. Un tel flou laisse toute latitude aux hommes du terrain dans leur recrutement. Dès la fin de la guerre, les instructions présidentielles permettent la mise en place du projet Paperclip, qui consiste à récupérer nombre de scientifiques, comme Einstein, et ingénieurs allemands pour les mettre au service des États-Unis. Dans la guerre froide qui s'annonce entre les deux grandes puissances, il n'est pas question de laisser au service des Russes ces cerveaux qui ont porté l'Allemagne aux avant-postes de la recherche en matière de missiles. Une opération de grande audace encore est l'enrôlement du général Reinhard Gehlen, ancien dirigeant de l'Abwehr, c'est-à-dire des services secrets de l'armée allemande, à la tête d'un réseau de bons Allemands, entre guillemets, restés en RDA et prêts à y espionner les Russes. Malgré les réticences de plusieurs officiers qui ont combattu les nazis, la CIA prend en charge, dès juillet 1949, le réseau Gehlen, autour duquel va se constituer le nouveau service secret de la toute jeune République fédérale allemande, le BND, le Bundesnachrichtendienst. Le seul problème que n'ont pas anticipé les têtes pensantes de l'anglais, c'est-à-dire de la CIA, est que le réseau Gehlen était dès le départ pénétré par les Russes, ce qui entraînera quelques déconvenues lors de futures opérations clandestines. Mais c'est une autre histoire. Klaus Barbie est aux yeux de l'OPC, c'est-à-dire la CIA, un criminel de guerre de second ordre, comparé à Gehlen. Il est un nazi moyen. Il est le type même de ceux qui profitent indûment du système. Né à Bad Godesberg en 1913, le jeune Barbie a rejoint dès avril 1933 les jeunesses hitlériennes. En 1935, il est recruté par le SS au sein du service de sécurité SD, Sicherheitsdienst, affecté à la Gestapo. À partir de 1940, il devient sous-lieutenant affecté au renseignement. De 1940 à 1942, il est en poste à Amsterdam, chargé d'espionner les milieux intellectuels et les juifs. Il se signale déjà par ses brutalités anti-juives. En 1942, il est muté à Lyon, d'abord comme chef de la section renseignement des SS, avant de cumuler cet emploi avec la direction de la Gestapo. Surnommé le bourreau de Lyon, Barbie est célèbre pour avoir torturé et tué Jean Moulin, coordinateur de la résistance intérieure, mais aussi pour avoir organisé la première rafle de l'Union générale des Juifs de France en février 1943, ou encore pour le massacre de 41 enfants juifs réfugiés à Isieux, dans l'Ain, en avril 1944. À la fin de la guerre, il quitte Lyon en août 1944, avant la chute de la ville, et abandonne l'uniforme, se faisant passer pour un simple soldat. Prisonnier des Américains, il s'évade et rentre dans la clandestinité. Avec d'autres SS et d'anciens hauts gradés, il forme un groupe d'entraide clandestin, la Kameradenschaft, qui délivre de faux papiers aux anciens SS. En février 1947, presque tout le réseau est arrêté. Barbie s'échappe de justesse. En avril, il retrouve par hasard un ancien officier de l'Abwehr, Joseph Merck, avec qui il a travaillé à Dijon. Merck anime un réseau d'informateurs pour le compte officiel du CIC, le compte espionnage militaire américain. En réalité, le réseau est vite contrôlé par l'OPC, branche de la CIA. Barbie rejoint ce réseau et avoue son passé à l'officier traitant du CIC, qui rédige à son sujet un rapport favorable, le présentant comme un homme honnête, entre guillemets, à la fois intellectuellement et personnellement, maître de lui et ne connaissant pas la peur. Il est fortement anticommuniste, c'est un nazi idéaliste dont les idées ont été trahies par les nazis au pouvoir, dit l'officier américain. Barbie est désormais un homme de l'OPC, il devient ainsi intouchable. Des officiers du contre-espionnage militaire vont bien s'apercevoir qu'il figure illégalement sur leur liste d'agents, mais son officier traitant le défend, expliquant qu'il est indispensable à leur activité. Début 1949, son réseau est dissous et Barbie est directement intégré au contre-espionnage. Le CIC réclame encore son renvoi en 1949, c'est refusé. Seule l'assistance de la justice française, non, l'insistance de la justice française va le contraindre à interrompre une carrière si brillamment relancée. Comme on l'a vu, l'armée informe faussement le haut commissariat en Allemagne qu'elle ne sait pas où est Barbie, d'où la réponse faite aux Français en mai 50, qui refusent d'y croire et commencent à perdre patience. Les risques deviennent trop élevés. Il suffirait que le SDES localise Barbie, le capture et l'interroge pour que des têtes tombent. Barbie est donc exfiltré vers l'Amérique du Sud en janvier 51. Il s'installe en Bolivie, où il entame une vie en apparence paisible d'homme d'affaires. En réalité, il fait partie d'un réseau d'anciens nazis qui s'étend sur toute l'Amérique latine.
Leurs activités ne sont pas toutes documentées. Le bourreau de Lyon est repéré par les époux Klarsfeld, chasseurs d'anciens nazis, au Pérou en 72. Mais il parvient à s'échapper. En Bolivie, il semble bénéficier de solides protections, intervenant notamment comme intermédiaire dans les ventes d'armes. En 1980, il obtient une carte de services spéciaux boliviens et dirige une petite armée de 2000 néofascistes venus du monde entier. Les fiancés de la mort, comme il les appelle, travaillant alternativement pour l'armée et pour les cartels de la drogue. La junte militaire au pouvoir à La Paz tombe en 1982 et avec elle les protections de Barbie. Début 1983, il est arrêté pour fraude financière et le gouvernement français obtient enfin son expulsion. Il aura fallu attendre près de 40 ans. Conclusion. En recrutant et en protégeant des criminels de guerre nazis comme Klaus Barbie, après la guerre, les services américains n'ont pas seulement fait obstruction à la justice de différents pays, ils ont aussi contribué à semer des mauvaises graines dans toute l'Amérique du Sud. Si l'histoire secrète des anciens nazis réfugiés dans diverses dictatures militaires n'est pas encore totalement connue, il est probable que, comme Barbie, beaucoup ont fait profiter ces régimes autoritaires de leur savoir-faire répressif. Fin de citation. Les références, c'est l'US Department of Justice, Criminal Division, Klaus Barbie and the United States Government, Volume 1, A Report to the Attorney General of the United States, Volume 2, Exhibits to the Report to the Attorney General of the United States, submitted by Alan A. Ryan Jr., Washington, August 1983. Autre référence, Alan A. Ryan, Quiet Neighbors, Prosecuting Nazi War Criminals in America. Harcourt Brace Jovanovic, 1984. Autre source, Fabrizio Calvi et Frédéric Laurent, France-États-Unis, 50 ans de coups tordus, publié chez Albert Michel en 2004. Dernière source citée, Magnus Linklater, Isabel Hilton and Neil Hutchison. The Nazi Legacy, Klaus Barbie and the International Fascist Connection. Holt, Reinhardt and Winston, 1984. Voilà le premier extrait que je voulais vous lire. Qu'est-ce que nous apprenons là? Nous apprenons là que les services secrets américains ont recyclé à large brassée les criminels nazis qui ont perpétré l'Holocauste en Europe. Voilà ce qu'on apprend. Ceci nous permet de comprendre pourquoi ils soutiennent un terroriste criminel à Damas en Syrie. Oui ou non? Là, nous, Africains, cela nous permet de réfléchir. Cela nous permet de réfléchir. Non, cette édition est en français, mais il y a des extraits en anglais. Comme par exemple, les sources, là, elles sont citées en anglais. On a la preuve, à travers ce premier extrait que je viens de vous lire, que les États-Unis d'Amérique ne se sont pas gênés pour recruter dans leur service d'État des nazis, des terroristes nazis, qui avaient ensanglanté le monde entier et l'Europe. Alors, je vous pose la question. Qui est donc surpris que Mohamed Al-Joulani, un terroriste d'Al-Qaïda, soit soutenu pour prendre la tête de la Syrie? Qui est surpris de cela? Et l'actualité de la guerre russo-ukrainienne ne nous a-t-elle pas montré des nazis recyclés à l'intérieur des forces d'un gouvernement dit démocratique moderne, soutenu par l'OTAN? Les Africains sont là. Réagissez en disant, ceci nous permet de comprendre le soutien de l'OTAN aux terroristes en Afrique. Parce que s'ils ont pu soutenir les terroristes en Europe, s'ils ont pu trouver de la place à des terroristes nazis dans les renseignements généraux américains, on comprend mieux pourquoi ça leur est facile d'attaquer Kadhafi en Afrique avec Al-Qaïda et l'État islamique et d'utiliser Al-Qaïda et l'État islamique pour attaquer le Sahel, attaquer jusqu'au Mozambique. On comprend mieux comment ils peuvent utiliser Kagame pour attaquer la République démocratique du Congo. Museveni, de son côté aussi. On comprend mieux pourquoi maintenant on nous parle de djihadistes jusqu'au Mozambique. Alors qu'il s'agit de terroristes qu'ils ont bien à l'origine créés. C'est là que je dis que les Africains doivent faire une projection. Mohamed Al-Joulani, le nouveau chef de Damas, est un terroriste d'Al-Qaïda. Et il est reconnu comme tel dans tous les médias occidentaux. Mais il a été soutenu pour renverser Bachar el-Assad. Soutenu par l'OTAN. Soutenu par la Turquie. Soutenu par Israël.
qui en profitent actuellement pour détruire l'État syrien. Ça se passe sous vos yeux. Et vous, Africaines, Africains, vous devez comprendre précisément que c'est ce système qui est utilisé contre nous, en Afrique. Ce n'est pas pour des raisons religieuses que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués en Afrique parce qu'on veut que nos pays soient instables, et qu'ainsi on puisse continuer à piller nos richesses. Est-ce que c'est clair? Voilà l'enseignement du premier extrait. Le soutien au terrorisme est quelque chose de banal en Occident. C'est ce que prouve ce document. Rien que l'affaire Klaus Barbie et celle de tous les nazis qui ont été recyclés à l'intérieur des agences sécuritaires, des agences de renseignement, des agences de recherche en Occident, prouve que le soutien au terrorisme est un problème profond de l'Occident politique. Il faut lire le dossier sur Klaus Barbie. Je vous ai simplement lu la synthèse. Je passe au deuxième dossier. Le deuxième dossier que je vais vous lire, c'est l'histoire de la déstabilisation d'un gouvernement. Ce gouvernement était le gouvernement de M. Mossadegh en Iran, dans les années 50. La stratégie utilisée par la CIA pour renverser Mossadegh est pratiquement une photocopie de celle que vous avez vue utilisée contre Bachar el-Assad sous nos yeux en 2024. Donc, écoutez le résumé de ce que les documents de la CIA nous permettent de connaître. Parce que c'est la CIA qui a déclassifié les documents, qui prouve que c'est elle qui a organisé la chute de Mossadegh. Mossadegh était Premier ministre. Il y avait un roi d'Iran qui s'appelait Reza Pahlavi, qui était un vassal de l'OTAN, un vassal des États-Unis, un vassal de l'Occident. Mais il y avait un Premier ministre issu d'une élection démocratique. Et ce Premier ministre a voulu augmenter la part de l'État iranien dans les ressources du pétrole et du gaz. À partir du moment où il a voulu le faire, on l'a accusé de s'être rapproché de la Russie et d'être devenu un communiste. Et les États-Unis, à travers la CIA, ont organisé le renversement du gouvernement de Mossadegh. Et l'imposition d'un gouvernement qui acceptait, avec la bénédiction du Shah d'Iran, valet américain, de brader le pétrole iranien. C'est cela qui est retrouvé dans les archives de la CIA. La CIA assume d'avoir organisé le renversement du gouvernement iranien parce que ce gouvernement ne voulait pas permettre à la coalition occidentale, aux pays de l'OTAN, d'avoir le plus grand bénéfice du pétrole iranien. Lisons ce que la CIA nous révèle. Bon. L'histoire, alors, quand la CIA renversait le gouvernement iranien, ça c'est le chapitre 3 du livre. Quand la CIA renversait le gouvernement iranien. Hein? Nous lisons. C'est important de lire. Hein? C'est vital de lire. Hein? C'est vital de lire. Alors, ceux qui n'aiment pas la lecture ne sont pas les bienvenus ici. C'est pas grave. Bon. Deuxième extrait, c'est l'avant-dernier. L'histoire n'a jamais retenu le nom de Kermit Roosevelt, à la différence de son grand-père Théodore et de son oncle Franklin, qui tous deux furent présidents des États-Unis. L'histoire a sans doute tort, car ce Roosevelt-là fut un personnage clé des relations entre États-Unis et Moyen-Orient pendant la guerre froide. Homme clé de la CIA, avant de rejoindre l'industrie pétrolière, intime de bien des princes arabes, Kermit a tiré nombre de ficelles dans le grand jeu moyen-oriental. En 1952, il contribue discrètement au renversement du roi Farouk d'Égypte par une junte militaire, dont émergera vite le nationaliste Nasser. Ce dernier, à ses débuts, accepte volontiers les fonds américains et les conseils de Kermit avant de s'élever contre les puissances occidentales. Mais c'est en Iran que Roosevelt réalise ce qui passe pour son coup de maître en 1953. À l'époque, l'Iran est placé sous la férule hésitante du jeune Shah Reza Pahlavi, qui a été porté au pouvoir par les Alliés pendant la guerre, en remplacement de son père pro-allemand. La Grande-Bretagne exerce alors un contrôle total de l'exploitation pétrolière
dans la région sud du pays à travers l'Anglo-Iranian Oil Company, AOIC. Celle-ci paye les salaires des employés, la location des terrains et des taxes, mais l'essentiel du revenu pétrolier rentre dans ses caisses. Elle touche environ 10 fois ce qu'elle paye aux Iraniens. Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous savez que le pétrole iranien, là, la Grande-Bretagne gagnait 10 fois plus dedans? 10 fois plus. Vous allez dans le pays des gens, vous extrayez le pétrole, vous prenez 10 fois plus que le pays. C'est-à-dire que si le pays a 10 euros, vous avez 100 euros. Si le pays a 100 euros, vous avez 1000 euros. Si le pays a 1 million de CFA, vous avez 10 millions de CFA. Si ce pays obtient, avec son pétrole, 1 milliard de CFA, vous avez 10 milliards de CFA. Voilà ce que les Britanniques et les Américains avaient mis en place en Iran. Un homme va apparaître, il s'appelle Mossadegh. Il est élu par le peuple iranien et il veut mettre fin à ce vol des Anglais et des Américains en Iran. Voyez ce qui va lui arriver. Lisons. Quand on vous dit, lire là, c'est se libérer. Lire les bons livres, c'est se libérer. Vous allez comprendre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.